Moi-même, je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Est-ce que je suis de Marseille? Est-ce que je suis de Maroc? Est-ce que Marseille, c'est la Grèce? Mais non, en fait, c'est aussi l'Égypte. Ouais, mais c'est aussi l'Italie. Donc, en fait, Marseille, c'est ça. C'est la force de cette ville. Et c'est ce que j'aime dans sa mutation aujourd'hui, c'est que je trouve qu'elle est passée d'une radicalité qui l'a peut-être enfermée à une époque, qui l'a ralentie même à mon sens, à aujourd'hui la nuance. Et je pense que l'époque, en plus, est à la nuance. Et que c'est clairement son point fort, c'est le fait d'avancer avec tous et d'être tout et rien à la fois, d'être ici et surtout d'ailleurs. Donc, dessiner à Marseille tous les jours, c'est un plaisir à ce niveau-là, parce que le champ des possibles est immense et le terrain de jeu infini. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je suis ravie de vous introduire aujourd'hui à la talentueuse designer Eki Busquet. J'espère que ce témoignage lumineux, poétique, vous fera l'effet d'un petit bol d'air frais. Les images de cette émission sont à retrouver sur le compte Instagram @marseille.creative. Je laisse le micro à Eki Busquet. Bonne écoute. Je suis Eki Busquet, j'ai 36 ans, je suis designer, directrice artistique. Je vis à Marseille et j'ai le plaisir d'attendre un petit Marseillais pour le printemps. Je suis née à Bayonne, donc dans le Pays Basque, sur la côte atlantique. J'y ai passé ma petite enfance. Après, j'ai assez vite évolué en Espagne, donc du côté Pays Basque mais espagnol. Qui ont été des années assez fondatrices en termes d'identité, de territoire, et qui sont un petit peu, on va dire, des ancrages identitaires assez proches de ce qui se joue, à mon sens, à Marseille. Et puis, après, il y a eu beaucoup de mouvements. J'ai côtoyé aussi l'Ariège, où j'ai passé quelques années, plutôt dans un contexte très paysan, avec des moutons et dans quelque chose d'hyper naturel. Et j'ai terminé un peu le cycle de mon adolescence à Nice, qui ont été des années pour moi d'émerveillement et de choses que moi je retrouve beaucoup à Marseille en termes de luminosité, de rapport à la nature, à la mer bien sûr. Et j'ai démarré ma vie professionnelle et de jeune adulte entre un binôme entre Paris et Milan. Je suis arrivée à Marseille en 2020, donc il y a 2 ans et demi maintenant. On avait choisi cette ville avec mon conjoint pour s'installer parce que c'était un peu la ville aussi de la page blanche en France. Il a aussi beaucoup bougé. Et nous deux, on avait déjà fait pas mal de grosses villes et l'idée, c'était de trouver vraiment un lieu qui soit neutre. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu à Marseille, c'est de retrouver un lieu qui avait pas d'ancrage, en fait, qui était très pluriel et très multiculturel. Et j'ai adoré ça tout de suite dans la ville, c'est que je me suis dit, ok, enfin un ici qui ressemble à ailleurs. J'ai atterri là un peu au gré de la vie, au gré des hasards et des rencontres. Quand on cherchait à s'installer ici avec mon conjoint, on connaissait vraiment très très mal la vieille ville, notamment. Et je pense qu'on avait plutôt quand même une vision de touristes, on va se le dire, de ce qu'est Marseille. Et c'est avec la rencontre d'un agent immobilier qui, en nous voyant, nous a dit « Bon, je vous emmène dans le premier. C'est la vieille ville. » Et il nous a dit, je pense que vous êtes assez souple pour pouvoir y trouver l'émerveillement que moi j'y vois. Il nous a embarqués. Et c'est vrai que du coup, nous, on s'est installés là tout de suite. On a visité un appartement, on l'a pris. C'est vraiment un coup de tête qui est devenu un coup de cœur. Et on adore. Donc on est enclavé entre le cours Julien, qui est historiquement vraiment un quartier de créateurs. Ça chante, ça boit, le vendredi soir ça se remplit. Et la Plaine, qui est quand même
pour peut-être les néo-arrivants, un lieu de contestation assez forte. Ça cristallise beaucoup de rassemblements. Moi, j'aime bien dire à mes clients parisiens que c'est la place de la République, pas très très loin de Strasbourg-Saint-Denis. C'est cette énergie-là. Et on est entre les deux. Et des fois, j'ai l'impression de voir des scènes d'Astérix et Obélix. Ça passe du rire aux larmes. Ça roule boule sous ma fenêtre. J'ai parfois des poubelles qui deviennent des chars d'assaut parce que je suis dans une rue qui est en pente et ça prend beaucoup de vitesse très vite. Et quand on a un petit coup dans le nez, ça devient vraiment hilarant. Et c'est ce quartier qu'on habite et qu'on adore parce qu'il est avant tout très, très, très métissé. Et c'est ce qui nous ressemblait beaucoup. Je savais que Marseille pouvait être éclivée. C'est quand même une ville qui est tronçonnée en deux quand on la connaît dans l'intimité. Il y a l'ouest et il y a l'est, et on peut ne jamais aller à l'ouest. Donc ça, c'est quelque chose qui nous ressemblait pas. Et cette vieille ville, elle est porteuse d'un brassage énorme que nous, on adore. Et moi, j'aime bien, dans une même journée, croiser un punk à chien et puis 2 minutes après, une bobo. Et avant de m'installer vraiment ici, moi, ce qui me restait de Marseille, j'avais quand même quelque chose qui m'intriguait parce que beaucoup plus jeune, moi j'ai écouté beaucoup de rap et en fait des groupes à Marseille, c'est leur maison. Donc j'écoutais beaucoup la Funky Family et d'ailleurs je me délecte de vivre à 2 rues de là où ils ont posé leurs premiers enregistrements. C'est juste derrière chez moi et j'adore regarder les fenêtres en me disant non mais ils étaient là et c'était quand même clairement mes héros de l'époque. J'ai vraiment poncé leurs albums. Ayam on les présente plus mais évidemment, et c'est vrai que moi Marseille, le tout premier contact, mais vraiment beaucoup plus jeune, que j'ai eu, c'était par le prisme de ces chansons, et qui quand même étaient des chansons très contestataires, denses sur des enjeux sociaux. Donc j'avais l'image d'une ville dure, assez radicale, avec très contrastée. J'imaginais quelque chose de très contrasté, un peu plombé aussi. Mais en même temps très vitaminé, parce que moi c'était vraiment des gens qui enchantaient mes oreilles tous les matins avant d'aller au collège. Donc on va dire que le premier contact avec Marseille, c'est celui de cette musique-là. Depuis, c'est complètement autre chose. C'est une ville qui s'est transformée, qui est en bouleversement constant. Mais j'avais quand même ça quelque part. Mais c'est quand même une certaine forme de radicalité qui d'abord moi a nourri l'image que j'avais de la ville. Je suis designer. Bon, c'est des métiers, je pense, qui se démocratisent et qu'on a de plus en plus à l'esprit, qu'on commence un petit peu à visualiser. Et très concrètement, je dessine. Je dessine beaucoup pour des marques, beaucoup de gammes. Ça peut être du mobilier. J'ai une grosse spécialisation sur de l'objet. Et avec chemin faisant dans mon univers professionnel, j'ai depuis, moi, développé un gros volet direction artistique, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup appelée sur de l'identité de marque, de la cohésion d'image. Et je finis par toucher à des secteurs de création qui sont très pluriels. Donc on peut m'appeler sur des enjeux de volume, bien sûr, donc de l'objet, mais beaucoup aussi du graphisme. Donc moi j'ai une créativité qui est très très appliquée à des réalités qui peuvent être de production, de prix, de concurrence, très pratico-pratique. Et je travaille beaucoup avec des profils qui ont rien à voir avec le mien. Et moi c'est ce que j'aime, c'est la différence avec les arts plastiques. Vous êtes dans une pratique plastique, donc où c'est la matière qui guide beaucoup votre créativité. Chez moi, il y a un gros cahier des charges à craquer et j'aime beaucoup la création quand elle est contrainte. Alors un projet sur lequel je travaille, Les Mains de Mamie, parce que c'est celui qui a le plus gros ancrage territorial marseillais, dans la mesure où je dessine beaucoup de choses qui sont imprégnées de l'imaginaire marseillais. Bon nombre de mes collaborations parlent de cette lumière, de cette minéralité, de ces couleurs qui sont si particulières à la région, mais qui peuvent être développées ailleurs en France. Les Mains de Mamie, c'est vraiment une petite marque qui est ici, qui est marseillaise, qui est née là il y a plusieurs années, qui est portée par des mamies qui viennent de partout, mais qui sont implantées dans la région. Et c'est un projet qui, pour moi, allie extrêmement bien la force du tissu régional de Marseille pour plein de raisons. C'est que déjà c'est du transgénérationnel, c'est du partage de savoir-faire et de maintien artisanal local, mais un petit peu dans une démarche 360, c'est-à-dire c'est un projet qui a pour vocation d'insérer professionnellement des femmes qui sont sur des situations de veuvage et qui sont bien souvent soit un peu isolées parce que c'est un temps de la vie qui est particulier et que socialement pour l'instant on gère assez mal.
qu'on commence un peu à regarder avec de plus en plus d'intérêt. Mais on est quand même assez loin là-dessus. Et les mains de mamie, ça propose qu'il y a un passage qui se fasse entre les jeunes et les anciennes générations. Donc c'est des tisseuses marseillaises. À la base, c'est du prêt-à-porter. Donc vous achetez des gros pulls en maille, comme ils pouvaient être tissés dans les années 60, mais avec aussi des techniques dites désuètes, mais qui pour les jeunes générations sont en fait hyper attractives. Et avec eux, j'ai développé une gamme de collections plus de maisons, où on a remis à l'ordre du jour des vieilles façons de tisser, par exemple le punch needle qui revient beaucoup à la mode, qui est un système de petites boules que vous tissez, donc c'est très texturé, c'est hyper joli, hyper agréable. Et c'est vraiment une entreprise qui est une petite entreprise, mais qui a tout d'une grande à mon sens, qui d'ailleurs vient de réussir sa première levée de fonds. Donc on les encourage, on les félicite. Et qui est en train de porter, je pense, les couleurs marseillaises et surtout l'enthousiasme qui caractérise tant, je trouve, les Marseillais. C'est un projet avant tout de joie et c'est un projet qui célèbre, moi, je trouve, la vitalité à tout âge. Comment Marseille nourrit ma créativité ? C'est évident que Marseille, quand vous y êtes au quotidien, ça vient effectivement, moi ça vient en tout cas stimuler un imaginaire qui était déjà très présent chez moi avant de vivre ici. J'avais un imaginaire très ancré sur un bassin méditerranéen. Et j'aimais l'idée de ne pas être ancrée ou rattachée à un territoire. J'ai grandi dans une région, le Pays Basque, on le connaît, on le sait. Les ancrages territoriaux sont très forts. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas voulu faire perdurer dans ma pratique plastique. J'aime les ancrages, j'aime les histoires, j'aime les points de départ qui ont du sens. Mais j'aime pas l'affiliation unique et radicale. Et moi, ce que j'aime chez Marseille, c'est la nuance qu'offre la ville. Il y a un tel brassage que je vous mets au défi de dire d'où vous venez à Marseille. Moi-même, je peux pas vous dire, je n'en sais rien. Est-ce que je suis de Marseille ? Est-ce que je suis de Maroc ? Est-ce que Marseille, c'est la Grèce ? Mais non, en fait, c'est aussi l'Égypte. Bon, mais c'est aussi l'Italie. Donc, en fait, Marseille, c'est ça. C'est la force de cette ville. Et c'est ce que j'aime dans sa mutation aujourd'hui, c'est que je trouve qu'elle est passée d'une radicalité qu'il a peut-être enfermé à une époque, qui l'a ralenti même à mon sens, à aujourd'hui la nuance. Et je pense que l'époque en plus est à la nuance. Et que c'est clairement son point fort, c'est le fait d'avancer avec tous et d'être tout et rien à la fois, d'être ici et surtout d'ailleurs. Donc, dessiner à Marseille tous les jours, c'est un plaisir à ce niveau-là, parce que le champ des possibles est immense et le terrain de jeu infini. Alors les endroits où je me rends pour m'inspirer, sans hésiter, c'est une obsession qui me porte, je pense, depuis 2 ans. Il va falloir que je me renouvelle. Mais moi, je suis tous les dimanches matins, vers 11h, soit à l'Anse de la Fausse-Monnaie, soit à Malmousque, en fonction du nombre de places qui restent. Voilà, c'est très clairement les lieux qui m'inspirent et que j'adore parce que vous êtes au cœur de la ville, vous faites 10 minutes de trottinette et vous avez une magnifique falaise qui plonge dans la mer. Ça, moi, j'ai rarement vu ça. Pour avoir grandi, par exemple, sur la Côte d'Azur ou même quand j'étais à Milan, les bords de plage ne ressemblent pas du tout à ça. Les bords de plage sont aménagés. Alors, certes, c'est plus simple pour aller dans l'eau. Là, vous risquez votre vie à chaque moment. Et puis, alors, ne vous y aventurez pas sans les chaussures méduses. C'est très déconseillé. Mais il y a une beauté, en fait, ça embrasse les îles du Frioul que vous voyez juste en face. Et moi, j'adore aller là pour ça m'est arrivé de dessiner ou de prendre mon ordinateur et c'est des lieux vraiment refuge. Et quand je suis posée là, moi j'ai l'impression d'être la reine du monde, j'ai l'impression d'avoir accédé à une plage privée sublime et je repars en trottinette et je regagne un centre-ville qui est vraiment fourmillant et qui est celui de la 2e ville de France en termes de densité de population. Donc ça, ce contraste-là, moi je l'adore et c'est un lieu qui m'inspire beaucoup. Et après, un petit peu plus loin, mais pour moi, c'est aussi Marseille. C'est la banlieue de Marseille, moi j'aime bien dire ça. Je vais beaucoup sur la Côte Bleue, pour d'autres raisons, juste parce que c'est des espaces plus grands, plus calmes, où il y a moins de densité, et c'est une zone à qui je dois déjà, je pense, 2 ou 3 collaborations de ce lieu, 2 tapis, un porte-manteau, un vase, juste à passer du temps là et à contempler et à y être bien et à plonger les yeux dans le bleu, quoi.
Voilà, donc c'est un peu les 2 grands lieux qui, moi, me portent en balance des phases de création. Dans mon quartier, j'ai quand même une passion pour 2 ou 3 artisans de confiance que je trouve très qualitatifs aussi. Donc, d'habitude immédiate, j'ai longtemps pris un café turc régulièrement dans rue d'Aubagne. Je saute d'échoppe en échoppe, mais j'adore ça. C'est très particulier. Il faut pas aller gratter au fond de la tasse, sinon vous avez les dents remplies de marc de café. Et c'est avec un soupçon de fleur d'oranger. Donc moi, j'adore aller chez Maison des Mines, par exemple, prendre un petit café. Je suis très adepte de tout ce qui sont pompes à l'huile, toutes les brioches traditionnelles aussi, qui sont comme ça avec des eaux florales. Je trouve c'est typique. Et dans le quartier, on le fait très bien. Les artisans le font encore à l'ancienne. Dans mes habitudes, j'ai aussi une grande passion pour tout ce qui va être les fleurs. Enfin, il y a beaucoup d'artisans fleuristes hyper qualitatifs qui travaillent que des fleurs locales et de saison, par exemple, du coin, qui viennent au plus loin du Var. Et qui me réapprennent que, par exemple, on peut pas acheter des roses à la Saint-Valentin. En fait, c'est pas possible, ça marche pas. Et je ne savais pas. On m'a menti pendant des années. Et c'est hyper chouette d'apprendre avec eux aussi les roses, enfin, les vraies fleurs, en fait, du coin et la bonne saisonnalité. Donc, ils me réapprennent aussi à consommer. Là, je pense que j'avais fait cette bascule sur l'alimentation, mais avec eux, je le fais aussi sur le végétal maintenant. Et c'est vrai que dans le quartier, il y a énormément de petits artisans qui se sont implantés il y a pas très longtemps et qui amènent une vraie conscience liée, sous prétexte de jouer du territoire, en fait, amènent des choses qui sont des enjeux beaucoup plus collectifs. Eh ben, moi, les Marseillais, ils m'ont accueilli à bras ouverts. La réalité, c'est que le jour où j'ai emménagé, l'immeuble m'a proposé le soir même de faire un apéro de bienvenue. Bon, partant de là, en fait, franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire, d'autant que, pour ne rien vous cacher, j'arrivais tout droit de Paris et je me suis demandé comment on serait accueillis. Bah voilà, je me suis complètement plantée. Le jour même, on sifflait un apéro chez les voisins qui ont voulu nous rencontrer et qui nous ont accueillis avec du pastis et des navettes. Donc, à partir de là, le rapport que j'ai avec les Marseillais depuis, il est très tendre et il est à l'image de cette première rencontre. Et honnêtement, c'est comme ça qu'ils sont dans le quotidien et c'est comme ça qu'ils sont chaque jour. Comment je décrirais Marseille à quelqu'un qui connaît pas du tout. Je lui dirais, écoute, voilà, ne te prends pas trop au sérieux, ne les prends pas au sérieux et tu verras, tu riras beaucoup. Je pense que c'est la première chose que je dirais. Puis peut-être la deuxième, ce sera si pour toi aussi la lumière est un indispensable, fonce. C'est un bain de lumière et c'est peut-être c'est l'ombrelle de la ville. Je trouve que à partir de là, quand on a mis une sorte de hiérarchie dans les choses qui sont importantes, Marseille, il y a de la beauté, il y a de la lumière, il y a de la nature, et puis il y a tous les avantages d'une grande ville. Et si on est d'accord sur ces grands préceptes, tout le reste est un joyeux bordel que moi j'aime bien regarder comme je suis au spectacle. Alors, est-ce que j'aime pas Marseille c'est quand ils replongent dans leur travers de radicalité. Voilà, moi je les aime nuancés, je les aime métissés, je les aime pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire tout. Et j'aime pas quand tout d'un coup ça ne prend plus qu'un visage. Ça me déplaît beaucoup. C'est limitant, ça leur ressemble pas. C'est pas l'histoire de la ville. La ville elle est brassée. Et j'aime pas quand tout d'un coup il peut y avoir des phases où ça se renferme. C'est souvent parce que c'est des moments il y a des tensions sociales. En tout cas là moi où j'évolue dans mon quotidien, il y a des tensions sociales qui sont évidentes. C'est des quartiers qui brassent encore des gros enjeux de trafic, trafic de drogue, trafic de prostitution. C'est sous notre nez. Donc il y a des difficultés, il y a des radicalités de vie qui évidemment font plonger un peu dans ces travers. Et pour moi ça c'est le vieux Marseille, c'est celui qui a été à un moment donné un peu bloqué dans ça. Donc j'aime pas quand Marseille redevient radicale et mono-sujet ou mono-visage alors qu'elle est tant de choses. Et moi j'aime quand elle redevient multiple. Alors l'odeur qui symbolise le mieux Marseille,
pour moi, je suis dans une phase de grossesse. Alors, est-ce que ça joue? Bon, peut-être, ça sera peut-être exacerbé, mais c'est quand même un mélange entre du super diesel de 1980, faut se le dire, parce qu'on est quand même encore sur un très très vieux parc automobile dans la ville, et que quand les scooters démarrent et se cabrent, derrière, vous êtes dans une fumée, et c'est quand même très typique de la ville. Là-dessus, voilà, ça, je trouve que ça sent souvent le diesel. Puis alors, à côté de ça, moi, quand je rentre chez moi, je passe devant le Petit Nice, qui est le repère du pastis à 1 € pour toute la ville. Et c'est, voilà, je dirais que c'est un mélange pour moi de diesel / pastis. Et je trouve que ça résume très, très bien la ville. Toujours dans cette histoire de méli-mélo joyeux qui la caractérise tant. Le son que j'associe le plus à Marseille, je dirais oui quand même, je vis sous les toits, je suis au dernier étage d'un immeuble et c'est vrai que tous les matins vers 6h50, je pense que j'ai 2 gabions qui se prennent la tête régulièrement et j'ai un Velux en fait qui donne sur cette partie et de temps en temps ça houspille sévère dans les briquettes, donc je crois que le son qui pour moi démarre chaque jour, c'est leur petite griffe sur mes tuiles quand ça se passe bien et quand ça se passe pas très bien les mauvais jours entre eux, ça carrément ça crie, ça tape, c'est impressionnant, c'est gros comme des chats. Donc je dirais que c'est quand même le bruit des gabions le matin pour démarrer la journée. Quelque chose de fou à Marseille, honnêtement, c'est tous les jours, vous savez, ça manque pas. Alors pour l'anecdote, quand je connaissais très mal Marseille et qu'on passait avec ma mère, une fois on est venu en voiture et on était à hauteur de Saint-Charles et je me souviens qu'il y avait une circulation assez dense comme c'est souvent le cas dans cette partie de la ville. Et à un moment donné, à un passage clouté, on n'a pas compris ce qui s'est passé en une fraction de seconde. Un homme s'est jeté sur le capot de sa voiture, mais il s'est littéralement couché sur le capot en faisant un petit cri, en se tenant le cœur. Et on a eu un moment en se disant, il nous fait une crise cardiaque, le pauvre bougre. Et ma mère était tétanisée en disant, oh là là, va falloir appeler les secours, il y a quelqu'un qui est en train de faire un malaise. Et au moment où on l'a dit, il s'est relevé avec un grand sourire et il nous a dit... Non, je fais une crise cardiaque, c'est juste parce que je vous ai vu et que vous avez foudroyé mon cœur. Et on est tous partis dans un grand éclat de rire, après avoir eu quand même sincèrement très peur pour cet homme qui quand même avait l'air en état d'arrêt cardiaque imminent. Et ouais, je trouve que c'est hyper caractéristique de l'énergie de la ville. Et de l'humour, en fait, d'humour qu'ont les Marseillais. Et quand je disais Marseille, c'est une affaire sérieuse, mais qui se prend pas au sérieux, voilà, je trouve que c'est une très très belle incarnation du genre de théâtre humain que peut être Marseille. Un message à faire passer à Marseille, on n'a pas assez du temps à dire combien Marseille était beau, donc on peut aussi aborder des sujets peut-être un peu plus graves parce qu'il y en a. Plus liés à mon quartier, moi c'est vrai que j'ai un petit enjeu, c'est un quartier qui est très sensible aux enjeux de gentrification. On se le disait, c'est un quartier, le 1er arrondissement, très contestataire et qui porte depuis longtemps historiquement des vrais messages sociaux. C'est ici qu'on vient débattre beaucoup, etc. Et il y a en ce moment beaucoup de réflexions autour de la gentrification. Et qui sont à juste titre des vraies questions parce que les populations bougent, ça perturbe beaucoup de choses. Il y a eu des gros mouvements de population il y a même pas 2 ans. Le Covid aussi a amené sa touche. Et j'ai quand même, je suis embêtée quand des jeunes artisans s'implantent ici. Je pense à Ziggy Fleur qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont des fleuristes qui sont venus faire du local de saison, qui viennent prendre que des fleurs du coin, qui les distribuent dans un rayon de 300 km maximum et qui reviennent vraiment nous rééduquer sur ce que sont les fleurs du bassin méditerranéen. Et que le matin, elles se prennent des stickers de gentrification. C'est dommage, on se plante un peu, je trouve, de bataille, parce que par ailleurs, il y a des grands marchés qui sont là, historiques, certes, mais qui sont en fait du 100% made in China. Donc moi, le marché de la Plaine, qui 3 fois par semaine vient me vendre du plastique, qui a fait le tour du monde, et qui en fait nourrit des économies autres que de l'hyper local, je trouve dommage de se mélanger un peu les pinceaux. Il y a tant à faire et je pense qu'il faut laisser un petit peu se développer ceux qui ont en fait sincèrement à cœur de porter la ville et
haut ses couleurs et qui le font très bien et qui en plus ramènent un bassin économique local et font vivre immédiatement la ville, la région, ses habitants et la population. Donc attention à certains, à mon sens, un raccourci sur des grandes thématiques de ce type parce que je crois que on peut se tromper un petit peu aussi d'identification de cible. Bon déjà, si je devais quitter Marseille, il faut pas parler de malheur, ça m'angoisse terriblement. Je regretterais tant de choses, mais la chose, je pense, la plus fondamentale et ce que j'ai vraiment découvert ici, je pensais pas que je pourrais trouver une ville où je pourrais avoir autant d'urbain et autant de nature en même temps. Je me répète un peu, mais je trouve que c'est quand même très rare. Et moi j'aime par exemple ne pas faire du tout voiture, j'ai beaucoup de mal avec ça et on m'avait souvent dit à Marseille tu vas devoir prendre une voiture, tu vas voir c'est très embouteillé etc. Oui, sauf qu'on a oublié de me dire que vraiment à 20 minutes il y a quelque chose qui s'appelle la calanque de Sugiton et qui est aussi beau que ce que moi j'ai vu à Bali. Donc en fait, non mais attendez les mecs, il se passe quand même quelque chose dans la structuration locale, enfin de cette ville. Moi ça je crois que je pourrais plus du tout m'en passer et je pourrais plus être dans une ville qui est ou tout urbain ou tout campagne. Maintenant qu'il y a Marseille, il y a un trop bel équilibre et ça me manquerait énormément. Mais le mieux c'est de pas partir. Un grand merci, Eki, de nous avoir partagé ton histoire marseillaise. Pour retrouver son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet ekibusquet.com, ekibusquet.com et sur son compte Instagram @ekibusquet. Toutes les références et les liens sont à retrouver dans la barre de description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!